bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla. On revient cette fois-ci pour parler d'un événement à venir. On va en parler avec Julie Landrieux, qui va devenir une cliente de chaque semaine, et puis ce sera un plaisir. On en parle également avec Gaëlle, pas Salazi, mais Salési. On voit ça dans l'événement à venir. J'aurais pu dire qu'il y a Salazi et puis il y aura celle qui va devenir un peu le chouchou de cette émission, mais bon, ça aurait été trop facile. Bonsoir Julie Andrieux. Bonsoir. Bonsoir Gaëlle Salési. Bonsoir. Alors, ma question, c'est votre conférence, et il est prévu à quelle date ? Le 26 avril. Et c'est quoi comme conférence ? Je vais laisser Gaëlle commencer. Ce sera une conférence qui s'intitulera La peur, j'ai peur et j'en suis fier. Donc comment en fait renouer avec la peur tout simplement et ne pas se laisser dompter par la peur qui peut être freinante, mais au contraire comment est-ce qu'on en fait un allié pour pouvoir justement avancer dans la vie et prendre de bonnes décisions. D'accord, alors je vais pas déflorer le sujet tout de suite, mais je vais quand même vous demander de me définir c'est quoi la peur. Définir c'est quoi la peur, moi, bonne question. Ça serait vraiment de se dire en fait qu'est-ce qui est cette espèce de sentiment qu'on peut avoir, si je peux dire, cette émotion qui parfois en fait nous freine dans ce qu'on doit faire, tout simplement. C'est quoi la peur pour Julie Landrieux ? C'est exactement la même chose, j'allais dire, c'est vraiment ce sentiment où on sent qu'on est happé par une espèce de force invisible qui nous maintient à un endroit sans qu'on puisse avancer et aller de l'autre côté de cette peur, justement. D'accord. Donc c'est vraiment, on a le même sentiment et la même définition de la peur. C'est lié aux croyances, aux traditions, c'est à tout cet héritage et ce patrimoine qu'on reçoit. Bien sûr, voilà. C'est très lié à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Donc on peut se dire ça peut être nos croyances, ça peut être l'éducation qu'on a pu avoir, ça peut être nos expériences passées qui font que forcément on a une certaine vision des choses et que face à une situation on va forcément s'inventer, si je peux dire, quelques films où généralement la peur elle est illusoire. C'est vraiment une projection. Quand on parle de la peur, je ne sais pas, pour ceux qui sortent de temps en temps, qui vivent dans une campagne, hein, quand on regarde les arbres, quand on regarde la nuit, quand on regarde les arbres, on voit les formes. Ça vient de quoi ? Ça vient du mental ? Ça vient du sûr, oui. Ça vient de nos peurs intérieures ? C'est ça. Après, on va dire que là, on va quand même cloisonner un peu les choses. On va pas parler ici de peur, où on va dire ce genre de peur où on a tout le monde, on a peur de la mort, par exemple, ou vous voyez, c'est ces peurs universelles qui sont vraiment très fondées chez les gens, mais on parle vraiment ici, nous, dans notre conférence, de peurs qui vont être vraiment dans la projection de prise de décision. C'est ça. Pour son avenir. On va s'amuser un petit peu. Quand on est enfant, on me dit toujours, si tu manges pas ta soupe, le loup viendra, le croque-mitaine. Voilà, c'est le genre de phrase qu'on inculque en fait aux enfants et qu'on ancre dans leur cerveau et limite dans leur connexion neurologique, qui devient une vérité en fait, en quelque sorte. Voilà. Alors justement, j'allais dire qu'il y a ce forme de traumatisme, de névrose qu'on installe dans les schémas de comportement des gens. Est-ce que ces éléments-là, on dit toujours que de 0 à 3 ans, là se constitue le socle de l'affectif. Oui. Pour l'enfant à qui on n'a pas installé ou instauré quelques peurs, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Quelqu'un qui grandit sans avoir peur de rien. En fait, forcément, la peur, faut savoir, comme on le disait, se faire un allié. C'est-à-dire que le but premier normalement de la peur. Je reviendrai là-dessus, mais d'abord, je veux dire, est-ce qu'il faut avoir des peurs en soi, parce que ça sert aussi de socle pour la construction. C'est ça, c'est une base qui permet en fait d'avoir certaines limites pour protéger l'enfant. Généralement, quand un parent va instaurer certaines peurs chez un enfant, c'est justement pour lui permettre d'être en sécurité. Alors, je me rebondis là-dessus. C'est très bien d'en parler. En tant que parents, tous les deux, moi, maman, lui, papa, c'est vrai qu'on a nos propres peurs en tant qu'adultes qu'on essaye de ne pas inculquer à nos enfants. Par exemple, un adulte qui a peur des souris ou des cafards ou des choses comme ça. Pourquoi inculquer cette peur-là à l'enfant qui, lui, ne l'a pas déjà de base ? Donc, personnellement, par exemple, j'invite toujours ma fille... Petite anecdote, la dernière fois, on avait une petite musarine dans la maison. Et au lieu... Moi, j'ai pas peur de ce genre de truc-là. Et puis, au lieu de lui dire « Non, mais ça, il faut tuer, ou il faut chasser, ou il faut empoisonner », lui dire « non, on a pris un petit bout de fromage. On a pris 20 minutes avant de ramener la petite musarine dehors. » Mais pour moi, c'était un apprentissage pour ma fille pour lui permettre de ne pas
pas avoir peur de quelque chose dont elle n'a pas peur à la base. Donc ne pas lui créer quelque chose qu'elle va en fait grandir avec cette peur qui est au final pas fondée à la base et que moi je lui aurais inculqué si j'avais peur de ça. Bon, heureusement, je n'ai pas peur de ça, donc j'ai pris un autre chemin, on va dire. Mais ce genre de peur qu'on a, déjà, il faut se demander, est-ce que c'est la nôtre ? Est-ce qu'on a envie de la transmettre à notre enfant ? Et est-ce qu'on peut pas lui donner des limites pour que l'enfant puisse se protéger. Par exemple, tu montes en haut d'un arbre, quand tu redescends, tu fais attention à pas te faire mal, ou tu redescends d'une certaine façon, ou alors tu y montes pas du tout. Mais je veux dire, ne pas limiter les actions de l'enfant pour que lui puisse se développer ses propres limites de survie, comme on en parlera dans la conférence. Mais voilà, faire la différence entre ce que Gaëlle allait dire, une peur survie et une peur vraiment non fondée, on va dire illusoire. Alors, juste préciser une chose. D'abord, on va juste rappeler que Julie Andrieux est formatrice. Oui. Et chef d'entreprise. Et chef d'entreprise. Je suis désolé. C'est vraiment une peur en moi Et donc Gaëlle Salézy qui lui est donc coach de vie. C'est ça. Je précise ça parce que je vais vous poser la question suivante. Comment distinguer une peur d'une phobie ? Alors là, on va dire que la phobie, elle est vraiment, on va dire, pour quelqu'un qui a une phobie, on va dire qu'elle est paralysante, aussi déjà compulsive, mais paralysante au point où la personne est totalement figée, le simple fait de juste en parler. C'est-à-dire que la phobie va vraiment être une peur qui, là, comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré en soi. Elle tétanise la personne. Tétanise totalement la personne, mais des fois, on a des personnes qui vont dire elles ont une phobie, mais par exemple, elles vont dire, voilà, j'ai une phobie des cafards, on va lui mettre un cafard devant elle, elle va être, non, mais ne mettez pas ça. Une vraie phobie, la personne, vous mettez un cafard devant elle, elle court tout de suite. Ouais. Elle est mais totalement affolée par cette chose. C'est vraiment quelque chose qui va paralyser totalement dans sa vie de tous les jours. C'est quelque chose de très paralysant. Donc la phobie, c'est vraiment une peur, mais à l'extrême, si je peux dire, qui est vraiment. Tandis que là, ce qu'on parle, c'est vraiment le genre de peur où la personne va dire, elle va sentir cette émotion, elle va sentir vraiment ce frein, mais c'est pas au point où sa vie est totalement chamboulée à cause de cela. Si je veux dire, c'est vraiment au niveau de la dose, si je peux dire, entre la peur et la phobie, quoi. C'est vraiment le. On le voit aujourd'hui, entre les phobies s'installent de plus en plus parce qu'il y a ce qu'on appelle les dépressions, le stress. Et là, amener un individu à avoir moins peur ou avoir... Bon, la phobie, il vaut mieux soigner par un psychothérapeute. Oui, exactement. C'est beaucoup plus, c'est un peu plus sûr. Mais sur la peur aujourd'hui, quand on a peur de monter un escalier, qu'on a peur... Et puis il y a aussi quelques petites superstitions qu'on peut associer également à ces peurs. Est-ce qu'il faut les garder et les maîtriser ou est-ce qu'il faut les effacer ? Alors, Alors, je pense pas qu'il faut effacer ces peurs. Je pense que justement, il faut les transformer. Donc, on a par exemple peur, quelque chose de simple, de quitter son travail parce qu'on a peur de ne pas retrouver un autre travail, ou alors on a envie d'ouvrir son entreprise, on a peur de quitter son travail, donc toujours la même peur pour ouvrir son entreprise parce que justement on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Tout ce qui est inconnu nous fait peur. Sauf qu'on peut transformer le mot inconnu en mot découverte, et là ça prend carrément un autre sens. On voit les possibilités, on voit les opportunités qu'on ne verrait pas si on n'avait parlé que d'inconnu. Si on parle que d'inconnu, on verrait le frein, je vais perdre ma capacité financière, comment je vais payer mon loyer, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps je vais prendre avant de faire de l'argent, de faire assez d'argent pour pouvoir subvenir à ce dont j'ai besoin, à mes responsabilités, payer mon loyer, mes factures, etc. Vivre, manger. Voilà, des choses très basiques. Si je peux parler de la pyramide de Maslow, de la pyramide des besoins. Mais en fait, voilà, donc on a nos besoins primitifs, dont on a besoin qu'ils soient remplis, et ensuite on peut passer à autre chose. On va juste rappeler que la pyramide de Maslow, c'est 5 étages, normalement, donc on commence par les besoins primaires. Oui, c'est ça. Et qui se situe bien sûr au niveau du système limbique. On dit que le système reptilien, donc c'est ce qui est devant, et pour arriver à l'affirmation de soi, tout en haut de la pyramide. La question justement là-dessus, est-ce que c'est pas devenu trop simpliste? Après, je vais vous poser une question très personnelle. Est-ce que, par rapport à la pyramide de Maslow, la question aujourd'hui, est-ce que ces besoins-là, est-ce que l'être humain est conscient que ces besoins ne sont pas aussi importants qu'il veut bien le croire? Est-ce qu'il ne fabrique pas sa peur, justement, liée à ce matériel, à ces besoins qui sont souvent juste...
illusoire, puisque ça lui crée un événement de confort, Bien sûr. juste pour le rassurer. Je pense qu'on sourit tous les deux parce que c'est quelque chose qui nous parle à tous les deux. Et non, c'est vrai que c'est important. Je pense Après, c'est quoi? Expression de gratitude, en fait. C'est être conscient qu'on a de la chance d'avoir ces choses, mais qu'elles ne sont pas vitales à notre survie ni à notre développement. Voilà. Qu'après, peut-être que tu voulais... Tu parlais de compulsivité. L'achat est souvent compulsif et ça répond à un besoin, à un manque. En fait, on pourrait dire que ça répond à un besoin, mais malheureusement, c'est qu'on va besoin. Ça répond à un manque surtout. Voilà. On va dire généralement, ce qu'on va utiliser par l'achat compulsif, ça va être vraiment qu'on a une sorte d'émotion en soi que l'on souhaite assouvir en quelque sorte. Le seul moyen qu'on a pu trouver, c'est de se dire, quand j'ai fait cet achat-là, cette émotion-là, je l'ai eue. Mais c'est très éphémère. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Ça. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, la prochaine fois que j'ai besoin d'avoir à nouveau cette émotion-là, je vais aller acheter à nouveau. Malheureusement, si on se pose vraiment et on se pose les bonnes questions, au bout d'un moment, on va finir par trouver le moyen au long terme d'avoir cela. C'est-à-dire que, on en revient à la pyramide de Maslow, ce qu'on peut dire, sur au niveau, par exemple, à un moment, la réalisation de soi. Si on monte au niveau des hiérarchies, au bout d'un moment qu'on arrive à trouver cette réalisation de soi, l'achat compulsif n'a rien à voir avec l'émotion que peut nous apporter la réalisation de soi. Voilà. Et là, on se rend compte, en fait, que c'était un leurre. C'est-à-dire qu'on peut avoir exactement la même émotion sur le long terme si on fait le travail qu'il faut nécessaire, si on commence à apprendre à se connaître, si on commence à travailler sur soi, au lieu de passer par les achats compulsifs. D'autant que sur ce manque qui peut devenir une addiction avec le temps, puisque courir dans une grande surface, c'est quelque chose qui est facile. Oui, on pense que ça peut répondre à cette souffrance. Mais la question, et là, je vais d'abord être très personnel dans ma question. À quel moment Julie Landrieux a découvert qu'elle peut aller au-delà de sa peur? À quel moment elle a traversé? Alors on va dire que j'ai eu un événement très marquant, c'était la naissance prématurée de ma fille. Je peux dire ça a été une des façons les plus incroyables de surmonter sa peur. Parce que quand ma fille est née, on savait pas si elle allait survivre ou pas. Donc en fait de le faire au jour le jour, je n'ai jamais eu à aucun moment la pensée de me dire ma fille ne va pas survivre en fait. Le fait de le prendre au jour le jour. Et puis après 1 an et demi après ça, il y a eu la séparation avec son père, où là je me suis dit mon Dieu, mais je vais faire comment avec un enfant? On était en pleine création et l'ouverture du coffee shop à l'époque, donc je me posais beaucoup de questions à me dire mais qu'est-ce qui va se passer financièrement pour moi? Comment je vais faire? Puis j'avais toutes mes copines qui arrêtaient pas de me dire oh mais tu te rends pas compte, tu vas quitter le père de ta fille, comment tu vas faire? Genre comme si j'allais pas m'en sortir en tant que femme sans avoir le père de ma fille à mes côtés. Non mais franchement, non mais il y a un moment donné, non mais voilà. Donc il y a un moment donné, il faut se dire bon, là c'est bon, je suis une femme indépendante, je sais ce que je veux. Est-ce que ce serait pas mieux? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord que je me construise mon propre bonheur et ma propre entreprise et ma vie en fait, pour après, plus tard, attirer l'homme de ma vie, ce qui est arrivé il y a 6 mois. Voilà. Mais voilà, vraiment, je me dis, il y a un moment donné où en fait, on se prend une claque et en fait, on tombe vraiment tellement bas. J'ai énormément souffert de la perte de ma deuxième fille, de la séparation dans la foulée du père de ma fille. Donc j'ai énormément souffert de tout ça. Mais ce que j'ai découvert au-delà de cette peur, mais c'était juste magnifique et magique. Je me suis découverte en tant que femme, en tant que maman, en tant que chef d'entreprise, en tant que présidente. Enfin, je fais beaucoup de choses aujourd'hui. Et je suis ravie de pouvoir dire aujourd'hui, bah oui, j'ai eu peur, mais je m'en suis servie, en fait, de cette peur pour avancer et aller au-delà de ça. Et j'aime bien, parce qu'on aime bien dire souvent tous les deux que tout ce qu'on a toujours désiré se trouve de l'autre côté de notre peur. Donc imagine, on est là, la peur elle est là, puis de l'autre côté, il y a la vie dont c'est la raison pour laquelle il faut aussi garder sa peur pour continuer à trouver les solutions. Voilà. Et je pense que c'est très intéressant en fait quand on analyse l'émotion peur et non pas une peur phobie ou etc. Mais l'émotion de la peur, elle peut être transformée comme un moteur de création. C'est vraiment très important ça. Je pense que c'est la base de ce qu'on a envie de transmettre comme message en fait. Aujourd'hui, la démarche, justement, comment communiquer? On voit que lorsque vos amis vous disaient que quitter le père de votre enfance allait être quelque chose d'extraordinaire, finalement, elles vous transmettaient leur peur. Bien sûr, mais totalement. Oui, surtout parce qu'elles avaient aussi des amis qui avaient vécu la même expérience et pour qui ça ne s'était pas bien passé, qui avaient eu beaucoup de mal à retrouver du travail ou à retrouver un appartement ou à subvenir aux besoins de leur enfant. Un cas spécifique n'est pas le mien. Voilà.
Donc D'accord. c'est pas, on ne se compare pas. Chaque Et je crois chemin, que, voilà. chaque chemin est différent, en tout cas Bien est sûr. unique en ce sens, et c'est pour ça que finalement, là, je disais que souvent on disait que le bonheur est au bout du chemin. Les Bantous disent que le bonheur c'est le chemin. Le bonheur, c'est le chemin. C'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Vous êtes coach de vie. Qu'est-ce que lors de cette conférence, qu'est-ce que vous voulez apporter à ceux qui vont venir vous parler, qui vont venir vous rencontrer et vous écouter? L'une des choses les plus importantes pour moi, je pense que la peur, elle est vraiment freinante dans l'épanouissement personnel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont pas oser faire des choses qui, au contraire, au fond d'eux-mêmes, ils sont tout à fait conscients que c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils vont pouvoir se réaliser, ils vont pouvoir faire cela, mais parce qu'ils ont leur peur, justement, ils n'osent pas passer le cap et passer à l'action et le faire. Et généralement, on se rend compte que, pour ma part, personnellement aussi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est les étapes clés de ma vie ont toujours été quand j'ai surmonté une peur. On en revient à ce que Julie disait aussi. C'était, par exemple, pour ma part, ça a été le moment où j'ai changé d'entreprise, où j'ai vraiment changé de carrière, où je me suis lancé justement pour devenir coach de vie. Et de même aussi, j'ai vécu la séparation avec mon ex où j'avais mon fils d'1 an à cette époque. Comment est-ce que justement aussi on fait pour se dire, ok, on fait ces changements-là, qu'importe ce qui va se passer, alors que tout au fond de moi, j'ai ressenti énormément de peur, mais j'y vais. Justement, dans la définition de la peur et de cette peur intérieure, c'est le fait de l'inconnu qui est juste derrière. Quand on va prendre la décision, tout ce qui va arriver, on ne le sait pas, on ne le maîtrise pas. Il y a une peur de l'inconnu. Pour ma part, moi, j'étais une personne où il y avait beaucoup de peur du jugement aussi. C'est-à-dire vraiment du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment est-ce que je vais être perçu par la société? Et cette peur-là, elle vient de vous. C'est vient de vous moi, qui donnez à l'autre l'importance dans son regard. Tout à fait. C'est malheureusement une des peurs les plus ancrées aujourd'hui. C'est une peur que l'on retrouve chez beaucoup de personnes aussi. Et que moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'est moi qui me fais en fait un espèce de film en me disant que j'ai comme une audience fictive qui est dans ma tête. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui braque ses regards sur moi et qui va dire « Ah, mais si tu fais ça, il va se passer ça, tu vas faire ça. » Alors que tout ça, c'est que dans ma tête. C'est très mental. Et on se rend compte que quand on passe au-delà de cette peur, justement, tous les films qu'on s'y fait dans sa tête, ils se passent pas. La réalité ne se Je vais ajouter quand même quelque chose sur ce qui vient de dire, c'est que le regard de l'autre, c'est vrai que ça vient de soi d'abord, qu'est-ce que l'autre a pensé, mais même si le regard de l'autre existe, qu'est-ce que ça peut vous faire? Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas ça qui va changer ce que vous allez faire. C'est à chacun de prendre sa décision en fonction de ce il a envie, et je pense que cette étape-là, il faut aussi que les gens arrivent à la passer, à la franchir. Et comment... Ce n'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Je pense que c'est beaucoup lié à nos traditions, surtout à La Réunion. Les croyances. Bien sûr, aux croyances. Prenez l'exemple de quand j'ai baptisé civilement ma fille, venant d'une famille très catholique créole. Mon Dieu, c'était la fin du monde. Par exemple. Ça reste... Vous voyez, je l'ai quand même baptisé. Hein. Pour moi, ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs de la République qui se retrouvent dans énormément de religions. Pourquoi vouloir m'imposer le fait de faire un baptême religieux à ma fille? Et non, on ne l'a pas fait. Alors, il y a certains membres de famille qui ne sont pas venus, par exemple, qui n'ont pas accepté. Ça devient quand même... C'est-à-dire que si on fait un profil de ce qu'est Julie Landrieux, ça reste une femme qui est quand même en révolte contre beaucoup de choses. Non, pas du tout. Je suis pas en révolte. C'est ça. Non, c'est juste... Non, je termine ma question. Oui, je termine ma question. C'était pas une critique. Ah non, mais je le prendrais même pas comme ça. C'est une critique, c'est-à-dire que la rebelle que se veut être Julie Landrieux à un moment ou à un autre, ça fait rigoler, c'est pas grave. Mais la question, c'est à un moment donné, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Parce que d'aller contre certaines traditions, contre certaines croyances, ce n'est pas ça la difficulté. C'est de savoir après qu'est-ce que derrière ça va apporter. Alors, j'aime beaucoup que vous disiez ça parce que Gaël, il me connaît depuis un moment maintenant. On était en Australie ensemble, on a fait nos études ensemble. Donc, c'était il y a, 10 ans, presque, voilà. Et c'est marrant parce que quand tu m'as connue à l'époque, on pouvait mettre ce mot-là sur moi, tu pourrais dire. Mais maintenant, on va dire, pour revenir à votre question, on va dire que, en fait, moi, j'adore les traditions. Mais par exemple, aller apprendre le tressage de Vakwa, ou tressage coco, ou apprendre à danser le mayolo-ya, vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à jouer du rouleur, voilà, ça ce sont des traditions pour moi qui sont hyper importantes et que je trouve Je parle de ce qu'il y a dans chaque individu. Voilà, mais j'y viens. C'est la capacité de vivre les traditions en fonction de ses valeurs. Bien sûr, c'est ça. Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est en fait trouver ce qui nous correspond à nous, tout en ne suivant pas juste bêtement et aveuglément
quelque chose qui ne nous convient pas en fait, qu'on sait qui n'est pas bon pour nous, pour notre épanouissement personnel, et sans faire du mal aux autres, hein. C'est vraiment ça qui est important. Il faut pas juste faire des trucs et puis se dire ouais, je m'en fiche de ce que les gens pensent, ou je m'en fiche de qui je blesse sur le passage. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est faire des choses qui sont bonnes pour soi, tout d'abord, pour pouvoir être épanoui et justement donner la meilleure version de soi aux autres et au monde. C'est ça qui est important. C'est ça, cet échange qui est important. C'est pas aller contre le système et hop, machin. C'est comme l'organisme de formation que j'ai. C'est un organisme de formation qui respecte des règles, qui respecte un cadre, mais la méthodologie que j'utilise, elle est complètement anticonventionnelle. Et c'est mon petit moyen, en fait, de faire une révolution, si on peut dire ça, à ma manière, tout en employant des moyens existants et des moyens, un cadre politique, si je puis dire ça, qui me permettent d'exercer ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de transmettre. Donc on est bien sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on conclut là-dessus, et je vous pose à vous deux la question, tout doit se passer dans votre regard, finalement. Bien sûr, tout est dans notre vision qu'on a du monde, en quelque sorte, mais surtout vraiment de l'expression de soi, en quelque sorte. On en revient à cela, et ce que disait Julie, c'est vraiment que la peur nous freine à vraiment être soi-même, mais qu'on ne laisse pas ça nous guider. On n'est pas guidé par la peur, mais au contraire par ce sentiment profond de ce que l'on souhaite vraiment être et qui on est réellement et comment on l'exprime. Tout se base là-dessus et c'est la vision qu'on a de soi. On est la seule personne à connaître vraiment qui on est vraiment. Alors pourquoi le cacher au monde? Pourquoi laisser la peur être ce frein? Et au contraire, laissons-le l'exprimer et osons être nous-mêmes. D'accord. En dernier mot, Julie, avant que je conclue sur cette partie d'émission. Moi, j'aurais juste envie de dire quelque chose. C'est au lieu de choisir le chemin de la peur, choisissez peut-être le chemin de l'amour et demandez à votre cœur, avant de prendre une décision, qu'est-ce qui vous parle le plus? Voilà, moi j'aurais juste dit ceci, c'est que finalement avoir peur ce n'est pas quelque chose de difficile. On dit qu'on parle souvent de courage. Le courage ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le vrai courage c'est d'affronter sa peur. Donc vous aurez sans doute c'est quelle date? Le 26 avril. Le 26 avril, l'occasion donc de parler de ça. Et je pense qu'on aura l'occasion d'ici le 26 avril de revenir sur cette conférence et de recevoir de nouveau d'autres personnes avec Julie Andrieux et avec Gaël Salézy pour parler justement de la peur. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et vous avez ce moment de partage sur ces émotions de la vie. J'espère donc que vous revoir dès demain. Pour l'instant, je vous souhaite un bon début de soirée. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.